Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 16 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Cela fait au moins une bonne minute que Tristan me regarde comme une carpe fraîchement pêchée. Il ouvre et ferme la bouche sans pouvoir en sortir aucun son. Puis il finit par se pencher sur la minuscule table du petit restaurant chez papa où nous avons élu domicile pour la soirée à côté de la gare de l'Est. C'était du bluff, finit-il par lancer. Tu as réussi à bluffer Frédéric Larsan? Je hoche la tête avec un grand sourire pour accompagner cette réflexion. Et tu n'as pas cessé tes recherches? Nouveau hochement de tête. Je dirais même que je suis sur une excellente piste. Vraiment? J'espère que tu ne parles pas de l'un des deux que tu m'as transmis. Je secoue la tête avec un grand sourire. Il lève un sourcil interrogateur. Ta piste? Aussi bonne que Sans dessus dessous, mais version hétéro? À mon avis, non. Je crois vraiment en ce bouquin et je maintiens ce que j'ai dit à son sujet. C'est un best-seller international en puissance. Et si on le rate, je peux te dire qu'il ne restera à Larsan que des moignons tellement il s'en mordra les doigts. Certainement, mais Louise, il ne pourrait pas y avoir de film comme Fifty Shades, tu peux le comprendre. Non, je ne comprends pas. D'abord, 50 nuances de Grey n'a pas eu besoin du film pour devenir un best-seller. De plus, je suis intimement persuadée que son succès est dû au fait d'avoir osé repousser les tabous. C'est ce que fait aussi Sans dessus dessous, alors que celui que je surveille de près relève plutôt d'une sorte de remake des Hauts de Hurlevent. L'éternel combat de l'amour contre les barrières des classes sociales, qui n'est plus aujourd'hui un tabou, sauf si on vit en Inde. Par contre, Sans dessus dessous s'attaque à un tabou encore vivace. Il n'y a qu'à voir vos réactions à tous les deux. Je suis sûre que s'il s'agissait de femmes qui tombent amoureuses, vous n'auriez pas les mêmes réticences. Le sourire limite lubrique de Tristan m'apprend que je suis totalement dans le vrai. Ah, les hommes. Mais son sourire disparaît aussitôt, remplacé par un froncement de sourcils. Léo de Hurlevent, dis-tu? Le roman se termine mal? Je ne sais pas en fait. Le roman est en cours d'écriture sur Wattpad, pourquoi? Ça pose un problème? Il lève les yeux au ciel et ouvre les bras comme si c'était une évidence. Une fin dramatique ravira les cultureux, mais ne plaira pas au grand public. À moi de froncer maintenant les sourcils. Roméo et Juliette? West Side Story? La véritable histoire de la petite sirène? Dois-je vraiment en rajouter? On espère le happy end, mais parfois il est irréaliste et l'histoire devient inoubliable quand elle devient dramatique. D'ailleurs, je te rappelle qu'à la fin du premier tome de la trilogie d'El James, elle le quitte. Oh, je l'ai lu moi aussi, figure-toi. Elle le quitte 5 jours en tout et pour tout. Pour une rupture, on fait mieux tout de même. Il l'a récupéré si facilement que j'ai arrêté là la lecture. Je bois le restant de mon vin en levant un sourcil derrière mon verre. Tu vois bien que tu aurais apprécié un peu de drame supplémentaire? Arrête de retourner mes arguments contre moi. Sérieusement, je suis sûre que Monsieur Larsan attend un happy end. Alors je te conseille de chercher encore, parce que tu risques d'avoir une nouvelle déconvenue devant le patron. Et où est-ce qu'en est l'auteur, d'après toi? Comment veux-tu que je le sache? Je pense que le roman sera long, car j'ai plutôt l'impression d'une très longue introduction pour mettre en place tous les personnages et les intrigues qui les lient. Rassure-toi, je la surveille de près. Je lui ai envoyé plusieurs commentaires, et elle m'a répondu. Bien, c'est bien. Et à part ça, d'autres choses en vue? Je baisse la tête vers mon assiette et termine mon escalope de veau campagnarde en silence. Tristan fait de même, mais rapidement, je sens peser sur moi son regard insistant. Ne t'en fais pas. Ces choses-là, c'est cyclique, c'est normal que pour le moment tu n'aies pas grand-chose de nouveau après tes trouvailles. Il te faut aussi plus de temps pour faire tes recherches. Je propose qu'à partir de demain, tu travailles avec moi le matin, et l'après-midi, tu travailles sur le projet secret, dit-il en posant les guillemets. J'acquiesce de la tête, mais reste obstinément les mâchoires bloquées. J'aimerais parler, mais je ne le peux pas. Pas encore, du moins. Je dois sauver les apparences et trouver rapidement des choses à présenter au patron en attendant le grand final. Je dois aussi trouver du soutien en interne, ailleurs qu'en Tristan, dont je ne veux à aucun prix qu'il prenne une balle perdue, selon la formule de Larsan. Mon scénario d'attaque comporte tant de points flous que j'en ai le vertige, mais j'ai déjà gagné la première manche. Enfin, je crois. Allô, la Terre? Je reviens de mes réflexions devant Tristan qui finit son verre de vin.
Excuse-moi, j'étais dans mes pensées. C'est ce que je vois. Peux-tu me les faire partager? Ben, non, justement. Mais tout de même un peu. Tristan, je suis inquiète. Le contraire m'étonnerait. Pas pour ce que tu crois. Enfin, si, bien sûr. J'ai peur de ne pas trouver ce satané best-seller et d'être contrainte de quitter les éditions Larsan avant la fin de mon stage. C'est une évidence. Mais j'essaie de ne plus y penser. J'essaie une autre stratégie et c'est ce qui m'inquiète. Quelle autre stratégie me demande-t-il, sincèrement intéressé, alors que le serveur vient reprendre nos assiettes vides. Je suis engagé dans une espèce de guerre pour laquelle la défaite n'est pas une option. D'où tes provocations que je juge, même si j'admire le résultat, dangereuses? Oui. Ce que j'essaie de te dire, Tristan, c'est que le fait que nous soyons proches a été plus que remarqué. Je ne voudrais pas que tu subisses les conséquences de nos échanges parfois houleux avec Larsan. Il se carque entre le dossier de sa chaise en essayant de retenir un rire. Mais je suis très sérieuse, Tristan. Il m'a demandé de but en blanc si je couchais avec toi. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'il ne puisse retenir un éclat de rire, mais rien ne vient. Tu m'as entendu? Oui, je t'ai entendu. C'est monnaie courante de se demander qui couche avec qui. Je ne vois pas le problème. C'est à moi maintenant d'ouvrir la bouche comme une carpe. Mais enfin, ça ne te choque pas qu'il ait pu penser une pareille chose? Non, pas du tout, dit-il en prenant la carte des desserts que le serveur nous apporte. Je prends la mienne de façon plus hargneuse que je ne l'aurais voulu. Je m'en excuse toute penaude auprès du serveur. Je parcours nerveusement la carte des yeux avant de la reposer. Pour moi, ce sera juste une tisane, parce que je ne vois pas ce que je pourrais engouffrer de plus. Une crème brûlée, annonce-t-il. Avec 2 cuillères, s'il vous plaît. Le serveur repart aussitôt. Je vous connais, vous les femmes. Vous dites que vous n'en voulez pas, et quand le dessert arrive sur la table, vous retrouvez miraculeusement l'appétit. Très prévenant de ta part, sauf que je ne t'ai jamais fait le coup, et que c'est exactement ce genre de choses qui peut porter à confusion. Tristan se penche au-dessus de la table vers moi. Qu'est-ce qui te dérange au juste? Nous sommes 2 célibataires et nous nous entendons comme larrons en foire. Qu'on ait une aventure ensemble semblerait logique, non? Je rêve. Non, ce doit être un cauchemar. Tu me prends pour une cougar ou quoi? Tu as quoi? 27? 28 ans? 29, dit-il, les mâchoires crispées. Ça nous fait donc 10 ans de différence d'âge, réponds-je buté. Et? Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe sous mes yeux. Je hausse les épaules pour lui signifier à quel point je trouve inutile tout autre commentaire. Tristan croise les siens sur sa poitrine et se mord la lèvre en levant les yeux au ciel. Tu n'es toujours pas allé sur Facebook, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Facebook a à voir dans tout ça? Si tu étais allé sur mon profil, tu saurais pourquoi Monsieur Larsan, qui se mêle au passage de ce qui ne le regarde pas, pense que nous couchons ensemble. Et qu'y a-t-il sur ton face de book? Je demande en soupirant. Ce qu'il y a en général sur Facebook, me répond-il, acide. Tristan, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air énervé. Le serveur revient avec le dessert et ma tasse de tisane. Nous nous taisons le temps de la mise en place. Je sens mon estomac se tordre dans mon ventre. Je ne l'ai pas énervé, je l'ai blessé. Je vois de la douleur dans ses yeux normalement doux et rieurs. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Tristan, dis-je à peine le serveur reparti. Ça va, dit-il en levant la main pour m'arrêter. Tu n'es pas attiré par moi? J'ai compris. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de me prendre des râteaux. Ils vont plutôt être déçus au bureau, mais je m'en remettrai. J'en reste sans voix. Tristan me tend une petite cuillère. Il a l'air décidé, dur. Je lui ai fait du mal. Je ne le supporte pas. Comme je ne me décide pas à la prendre, il la repose et commence à manger. Il finit par me tendre sa cuillère remplie. J'ouvre docilement la bouche. Il y dépose de la crème brûlée absolument délicieuse. J'ai l'impression que mes papilles gustatives découvrent pour la première fois ce goût riche de vanille, de caramel et de crème, cette texture onctueuse qui glisse sur le palais et le met en fête. Je suis submergé de sensations, d'émotions et de souvenirs. Ça monte. Je suis au bord de la panique. Tristan, j'ai besoin de prendre l'air. Tu peux te charger de payer, je te rembourserai demain. Je ne lui laisse pas le temps de réagir et pars immédiatement. J'ai déjà la main qui cherche compulsivement dans mon sac quelque chose auquel je n'ai pas touché depuis presque 2 ans, le jour où j'ai appris mon licenciement.
Je passe la porte en même temps que j'ouvre une précieuse boîte de métal qui contient mon kit spécial panique. Une clope, un briquet, une pastille Rescue, un complexe de fleurs de bac destiné à calmer les crises émotionnelles, et une petite phrase recopiée d'un bouquin de Shatki Gawain, Un instant, une pensée. Procédons dans l'ordre. D'abord, j'avale rageusement ma pastille. Puis, je contemple la cigarette. J'ai été fumeuse pendant 12 ans, de 18 à 30 ans. J'ai arrêté le lendemain de mon anniversaire. Depuis, je n'ai fumé qu'une seule fois, quand j'ai été licenciée. Ce jour-là, j'ai acheté un paquet que j'ai presque fini dans la journée. 19 cigarettes en tout. Je suis revenue à la maison avec une haleine de cendrier. Cela m'a valu une engueulade de première. Olivier déteste au plus haut point la cigarette, les fumeurs, les bureaux de tabac, les fabricants, et ce jour-là, malgré ce qui m'était arrivé, j'ai dormi sur le canapé. Autant parce qu'il ne supportait pas l'odeur que j'exhalais que parce que je lui en voulais de son insensibilité. Mais je ne veux pas penser à lui maintenant. Je regarde de nouveau la cigarette que je roule entre mes doigts incertain. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Est-ce que je la veux vraiment? Oui, sans aucun doute. Je la porte à ma bouche et savoure les contours avec mes lèvres. J'ai beau avoir arrêté depuis 10 ans, la sensation, le réconfort de ce geste, et même cette odeur, sont comme inscrits dans mes gènes. Mon grand-père n'a arrêté qu'à 60 ans à cause de problèmes médicaux. 20 ans plus tard, il me disait en avoir toujours envie. Être fumeur, c'est comme être alcoolique, on le reste toute sa vie. Mais je suis une fumeuse qui n'a fumé que 20 cigarettes en 10 ans. Je savoure donc celle-là sans complexe, sans Olivier autour pour me couvrir de honte et de sarcasme. Je la savoure pour moi et retrouve peu à peu mon équilibre. Bien sûr, la pastille Rescue y est peut-être pour quelque chose, mais je m'en fiche. La magie marche. Je regarde dans la boîte le dernier élément prévu pour me remettre de mes émotions. Je me demande bien ce que j'ai pu écrire sur ce papier. Curieux message adressé à moi-même 2 ans avant que je me retrouve sur ce trottoir de la rue de Lafayette. Je prends le papier en essayant de me souvenir. J'ai choisi une page au hasard, comme je le fais souvent avec mes livres de développement personnel. J'ouvre une page et je lis. Curieusement, ce que je lis fait en général sens et correspond à ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Je m'approche de la vitrine pour éclairer les mots et lis. Je permets à mes sentiments de s'exprimer et d'être libérés. C'est une blague! Tu fumes? Je lève la tête, m'attendant plus ou moins à une scène, mais il se contente d'avoir l'air étonné. C'est Tristan, pas Olivier. Il n'est pas comme lui. Il est tout le contraire de lui. Ma gorge se serre et je sens comme un geyser monter du plus profond de moi. Je ne veux pas te perdre, dis-je dans un sanglot. Quoi? Non, répond-il en se précipitant vers moi. Il me prend dans ses bras et me berce le temps que je me calme. Tu ne me perdras pas parce que tu ne veux pas de moi, voyons. Je suis désolée, dis-je en reniflant. Ne sois pas ridicule, enfin. Je savais qu'il y avait très peu de chance. Je devais essayer. J'aurais été con de pas essayer. Puis il s'éloigne d'un pas en me regardant droit dans les yeux, ses mains sur mes épaules. Mais je tiens à te dire que tu ne sais pas ce que tu rates. Je suis un très bon amant. J'ai été initiée par une experte qui n'aurait pas toléré que je ne sois pas à la hauteur. J'esquisse un sourire. Il passe un bras autour de mes épaules et nous nous mettons en marche en silence. J'aime le sentir contre moi. J'aime ces petits gestes affectueux qu'il a toujours, cette attention à moi à laquelle je ne suis pas habituée. J'aime son soutien, sa bonne humeur, son enthousiasme, ses airs de chien fou et sa capacité à exprimer ses émotions quand il les ressent. Alors que nous marchons, il continue à me vanter la marchandise comme un chaland. Réfléchis bien, finit-il par dire au moment où nous arrivons à la bouche de métro. La nuit porte conseil, comme on dit. L'offre reste valable 24 heures, rajoute-t-il en me faisant un clin d'œil. Bien, dis-je en m'arrêtant. Je crois que je vais marcher un peu, justement, pour réfléchir à l'opportunité de me transformer en cougar sans scrupule. Je vois hausser les sourcils, plein d'espoir. Ou tout simplement parce que je suis outrancièrement rempli et que j'ai besoin d'éliminer si je veux avoir une chance de dormir ce soir. On n'est pas très loin de l'opéra. Tu imagines que je ne suis pas allée le voir une seule fois depuis que je suis à Paris? Quoi? C'est un scandale, dit-il en me prenant la main. Tu veux que je t'accompagne? Je baisse les yeux sur sa main si douce qui enveloppe la mienne. Dangereux.
Je te remercie, mais non, je viens de faire appel à mon kit anti-panique pour la première fois en 2 ans, alors que je te prie de croire que j'aurais eu d'autres occasions de le sortir. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Marcher me fera du bien. Tu veux comprendre pourquoi? Répète-t-il en ricanant. On vient de terminer notre premier marathon salon. Tu as négocié comme une folle avec ton patron sur un coup de bluff. Tu vis avec une épée de Damoclès sur ton diplôme et ton avenir. Pour couronner le tout, je viens de te faire une proposition indécente qui met à mal ton sens moral et ta libido. Et avec tout ça, tu te demandes pourquoi tu as craqué sur une petite clope. Je cligne plusieurs fois des yeux. Je crois qu'en fait, j'ai besoin de me vider l'esprit. Je crois que c'est mieux, en effet, dit-il en se penchant pour me faire la bise. Nous nous serrons dans les bras l'un de l'autre, puis il me quitte pour s'enfoncer sur terre alors que je me remets en marche. La rue est longue, mais j'ai mon phare qui m'attend au bout du chemin, juste en face. Au fur et à mesure que je marche, je sens mes tensions s'atténuer, mes idées s'éclaircir. Je saisis maintenant tout ce que la situation a de risible. Je viens de vivre la plus étrange déclaration qui m'ait jamais été faite. Non pas que j'en ai eu beaucoup, mais tout de même. Comment d'une simple discussion en est-on arrivé là? Je n'ai rien soupçonné. Je pensais vivre pour la première fois une belle histoire d'amitié homme-femme, garantie sans risque de glissade du simple fait de notre différence d'âge. J'étais parfaitement à l'aise et naturel avec lui, bien plus que je ne l'ai jamais été avec aucun homme. Je n'en ai pas connu beaucoup, à part Olivier, mais j'ai toujours eu des alertes, des signes qui me montraient que la relation devenait de la séduction. Avec Tristan, rien de cela. J'ai l'impression bizarre, comme si j'avais une super amie qui un jour m'annonce qu'elle en pince pour moi. Le problème étant que ce cas serait certainement plus facile à gérer. Il est aisé de dire qu'on est à 100% hétéro, mais dire non à un jeune homme beau et adorable à faire tomber tous les cœurs et petites culottes à ses pieds s'avère légèrement plus difficile. Ce garçon est le diable, la tentation personnifiée. Le pire étant que ce jardinier incongru ne m'a jamais, ou presque, traversé l'esprit avant ce soir et que maintenant, j'ai des images tout à fait inconvenantes et malvenues qui s'imposent dans ma tête, d'aspirante à la débauche. Je n'ai pas fait l'amour depuis des mois. Je suis en manque et je dois dire non à un éphèbe. La vie est vraiment trop injuste. Ma marche lessive mentale est en train de virer au cauchemar. Heureusement, mon majestueux phare m'attend de l'autre côté de la rue, oblitérant mes pensées dérangeantes. Je contemple sur le côté droit les lumières de l'Opéra Garnier et celles des grands magasins parisiens sur la gauche. Je traverse à la rencontre du monument comme un papillon attiré par la flamme à laquelle je crois pouvoir refroidir mon esprit échauffé. Je reste planté devant la façade, à la contempler, comme statufié. Et je ne suis pas la seule. D'autres tournent autour avec leur smartphone ou leur appareil photo. Les flashs crépitent en rafale. Des touristes me demandent de les photographier. Je me prête à l'exercice de bonne grâce. Leur anglais est aussi mauvais que le mien quand j'essaie de me délier la langue, mais ce n'est pas grave. L'amour de l'art et du beau est universel. Nous sommes tous de bonne humeur face à la majesté de ce monument dédié à un art qui m'est longtemps resté étranger. L'est encore en grande partie. Ma grande CD-Tech ne comporte que peu d'enregistrements d'opéra. Parfois, je regrette de ne pas être plus curieuse en la matière. Je devrais peut-être essayer de vérifier s'il est possible d'obtenir des billets à prix réduit, ne serait-ce qu'une fois, pour en saisir l'ambiance et la magie, pour voir les hommes en costume 3 pièces et les femmes dans de belles robes longues qu'on ne voit qu'au cinéma et à la télévision. Je m'imagine dans le poulailler. Si je ne le fais pas ici, à Paris, je ne le ferai certainement jamais. Soudain, les portes s'ouvrent et déversent quantité de monde bavard et gesticulant. Il y avait donc une représentation ce soir. Je m'avance et monte un peu les marches pour me mêler aux chanceux. Je me retrouve au milieu d'une marée de belles robes et de costards, mais aussi de jeans et tenues plus fantaisistes. Cependant, la plupart des personnes sont tout de même bien habillées pour l'occasion. J'entends les commentaires élogieux, les critiques acerbes, les barbants, incredible, ainsi que d'autres langues telles que l'italien, le chinois ou le japonais. Je me tourne et me retourne dans tous les sens pour essayer de capter un maximum de l'ambiance quand je suis heurté de plein fouet par une femme. Je cligne plusieurs fois des yeux. Voilà ce que je cherchais. Somptueuse. Il n'y a pas d'autre mot. Drapée dans une robe de soirée digne d'Hollywood, noire mêlée de strass. Alors que je m'excuse abondamment auprès de la jeune femme pour laquelle je serais éventuellement prête à virer ma cutie, j'entends une voix tendue que je ne connais que trop bien. Ève, attends! Frédéric Larsan descend les marches en courant. Il tient un manteau dans sa main
et tend le bras pour récupérer la fuyarde. Trop concentré sur la jeune femme, il ne me voit pas. Chérie, ne sois pas fâchée, dit-il en lui prenant la main. Elle lève les yeux au ciel et se penche vers moi. Non, c'est ma faute. J'essaie d'échapper à ce fat, ce goujat, en un mot, ce scélérat, dit-elle en se tournant vers lui. Larsan s'apprête à parler quand il me reconnaît. Son visage se fige. Ses yeux me transpercent comme si j'avais commis le pire des affronts. Puis il force un sourire vers sa compagne. Tu as oublié ton manteau, dit-il, la voix froide comme de la glace, en même temps qu'il l'aide à l'enfiler. Je me sens comme prise en faute et me mets à bafouiller de façon ridicule. J'admirais le palais quand tout le monde a commencé à sortir et on s'est un peu télescopé, votre femme et moi. Ça va, je ne vous ai pas fait mal au moins. Tout va très bien. J'étais juste en mauvaise compagnie. C'est beaucoup mieux maintenant. Alors vous travaillez avec mon Frédéric demande-t-elle en me prenant les bras pour redescendre les escaliers. Prise au dépourvu, légèrement affolée d'être prise en sandwich dans une scène de ménage entre mon patron et sa femme, je l'accompagne gauchement. J'entends monsieur Larsan souffler bruyamment à côté de nous. Pour le moment, je suis juste stagiaire, madame Larsan. Stagiaire, répète-t-elle en sortant un gant de satin de la poche de son manteau. Elle descend les escaliers avec une telle majesté, si parfaitement en accord avec le lieu, que je suis fasciné. Tous les autres, moi y compris, ont l'air de pingouins marchant sur la banquise. Larsan, quant à lui, a l'air d'un cow-boy qui ne demanderait pas mieux que de dégainer. Je le comprends. La situation est gênante. Bien, il se fait tard. Je vais rentrer chez moi vite fait bien fait afin d'être à l'heure demain pour aller travailler, dis-je en me défaisant de l'emprise de la jeune femme. Oh non, ne partez pas si vite. Vous n'allez pas me laisser avec ça, dit-elle en montrant vaguement Larsan. J'éclate de rire parce que je ne vois pas meilleure solution pour me sortir de cette situation ubuesque. Madame Larsan, que venez-vous de voir? Iphigénie Antoride, dit-elle docilement. Était-ce beau? Un peu bizarre au début, mais oui, c'était beau. Vous avez passé un bon moment? Oui, consent-elle à avouer. Et qui a eu l'idée d'aller voir ce spectacle? Son regard cherche du coin de l'œil Larsan qui sourit maintenant d'un air supérieur. Je reprends définitivement ma main et lui tapote le bras. Je suis sûre qu'un fat ou un goujat aurait pensé à d'autres types de réjouissances, voire pas pensé du tout. Il faut vraiment que j'y aille, dis-je en joignant le geste à la parole. Je m'engouffre sans plus tarder et sans un regard pour mon patron dans la bouche de métro, en poussant un grand soupir de soulagement. Bon sang, quelle femme! Je comprends qu'il ait quelques difficultés pour maîtriser la belle. Mais les éditions Lassan peuvent se rassurer. Ce couple ne me paraît pas du tout sur le point de divorcer. Elle le tient, et sait y faire, à n'en pas douter. En cherchant ma rame de métro, je ne peux m'empêcher de revoir Madame Larsan, ses cheveux longs et noirs de jet, sa silhouette pulpeuse, ses yeux de braise. J'éclate soudain d'un rire qui résonne contre les murs dans un long écho. La vie nous fait parfois de sacrés pieds de nez. Je refuse d'entendre les sentiments de Tristan au motif de son âge pour être confronté quelques minutes plus tard à un couple qui doit bien compter, quant à lui, beaucoup plus que 10 ans de différence d'âge. Je ferme avec précaution ma porte. Tout résonne ici. Je laisse tomber mon sac qui s'affale mollement sur le sol contre la porte. Je fais de même en me laissant tomber sur le lit qui s'arrête pile au niveau de la porte. Je reste là, à regarder le plafond, des images de la journée défilant dans tous les sens dans mon pauvre petit cerveau surchargé. J'ai une bizarre impression de fatigue immense et de surcharge mentale. Je me déchausse et masse mes pieds qui me rappellent soudain la journée passée à piétiner. Mais mon cerveau court toujours. Ma rencontre tout à l'heure avec mon patron m'a enlevé quasiment tout le bénéfice relaxant de ma marche, et je ne sais pas pourquoi. Des images et des impressions sur lesquelles je ne m'étais pas arrêté sur le moment reviennent me donner une autre lecture de cette étrange confrontation. Il n'avait pas l'air très content de me voir. Pas content du tout d'ailleurs. Pour ma part, j'ai trouvé la scène plutôt amusante. Le très imposant et charismatique Frédéric Larsan réduit à roucouler et faire les yeux doux pour apaiser le courroux de sa belle. Qu'a-t-il bien pu dire ou faire pour se faire snober de la sorte par sa femme? En voilà une qui sait tenir son homme et le faire japper comme un bon petit toutou qu'il n'est pas, du moins au travail. Bien que j'ai très envie de rester sur le lit, j'ai le cerveau un peu trop en effervescence pour espérer m'endormir malgré ma fatigue. De toute manière, je sais très bien que je ne pourrais pas trouver le sommeil sans une petite visite de vérification sur le net. Cela devient compulsif. Dès que je rentre, il faut que je me connecte.
Les chiffres qui montent me donnent le tournis. En même temps, il y a toujours cette petite voix au fond de moi qui me dit que ce n'est pas possible, que ça va retomber comme un soufflé, que ce serait trop beau, trop facile, alors que jamais rien dans ma vie n'a été facile. Il serait étonnant que tout à coup, la chance se tourne et m'offre une autre façon d'arriver à mes fins que dans la douleur et le sacrifice. Je secoue la tête. Cette journée a été trop chargée émotionnellement. Et pour finir, cette impression indéfinissable qui ne me quitte pas depuis ma rencontre avec le couple Larsan. Je voudrais juste oublier, car j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Je vais prendre une douche, histoire de m'apaiser un peu, puis je jetterai un coup d'œil aux statistiques de lecture et au nombre de commentaires. Et après, rideau. Je me débarrasse de mes vêtements avec le même soin que j'en ai montré avec mon sac. Tout finit par terre le long de mon rapide parcours jusqu'à la douche, tel le petit poussé. Quand j'aurai retrouvé un semblant de courage et de lucidité, je n'aurai qu'à me baisser pour récupérer chaque élément sur le chemin de retour jusqu'à mon lit. Je me glisse de côté dans la douche et vide consciencieusement le ballon d'eau chaude. Après avoir passé 10 heures debout à surveiller et veiller au confort de tous sur le salon, la douche chaude détend mes muscles et liquéfie mon cerveau. Je me dissous avec béatitude dans l'eau et la mousse. La guimauve qui ressort envisage sérieusement de faire de bon pour éviter les vêtements éparpillés et se rouler en boule sous la couette. Sauf que je sais que je me réveillerai dans la nuit pour vérifier si je fais l'impasse. Alors je récupère mes fringues, ouvre l'armoire, les glisse dans la poche de linge sale et récupère l'ordinateur portable posé sur l'étagère du dessus. Je m'assieds lourdement à la petite table et l'ouvre. Je croise les doigts et ouvre la page de Wattpad sur De glace et de lave que j'ai mis en favori. Mon cœur se met à battre la chamade alors que mes yeux cherchent fiévreusement les statistiques du chapitre posté la veille au soir. Mais ce sont les statistiques globales qui s'imposent à moi. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? 66 512? Ce n'est pas possible. Les statistiques globales annonçaient déjà dans les 25 000 hier au soir. Ce qui est déjà hallucinant au regard des autres œuvres postées, mais là on frôle l'impossible. Comment les statistiques ont-elles pu faire plus que doubler en 24 heures? Ce doit être une erreur de comptage. Je cherche le dernier chapitre mis en ligne. 10 354. En une seule petite journée? Je retiens ma respiration en vérifiant les statistiques des autres chapitres. Ils ont tous presque triplé. À peu de choses près, cela veut dire que le dernier chapitre a fait un tabac suffisamment pour que chaque nouveau lecteur ait cherché et lu les chapitres précédents? Et tous ceux qui ont commencé ont continué? Je cherche avec fébrilité le tableau Excel que j'ai commencé pour tenir le compte de l'évolution des lectures et contemple le tracé des courbes qui a débuté gentiment par une pente à 10 degrés pour rapidement se relever jusqu'à presque devenir une perpendiculaire. L'évolution semble être exponentielle. Je suis écrasée par la signification de ces chiffres. Je l'ai! J'ai mon best-seller! Je n'ai pas de comparatif, bien sûr. Wattpad est essentiellement anglo-saxon et les chiffres qui ont été transmis sur le succès d'After sur la plateforme de lecture correspondent à d'autres critères que les nôtres. On est loin du million de chapitres lus, mais si on ramène au type de public censé être jeune et à la France, je ne pense pas me tromper en pensant que de telles statistiques garantissent un vrai succès en librairie. Bien sûr, le livre est loin d'être achevé, mais c'est très prometteur. Je me lève d'un coup, beaucoup trop énervée maintenant pour songer à dormir. Et dire que je n'ai personne avec qui partager ça. Je lorgne soudain vers mon sac. Je pourrais l'appeler. Je pourrais lui demander conseil. Sauf que je ne peux pas mêler Tristan à ça. Pas tout de suite du moins, parce qu'à un moment ou à un autre, je serais bien obligée de le mettre dans la confidence. Je dois réfléchir à ma stratégie. Les implications sont tellement énormes que je dois être bien sûre de moi. Tout à coup, je pense à ce qu'il m'a demandé et que je n'ai toujours pas fait. Pourquoi Tristan est-il si obsessionnel sur ma visite toujours repoussée de son profil Facebook? À force, cela a tout de même attisé ma curiosité. Comme je n'ai plus du tout sommeil, autant le faire. Il sera content. Je me sens tout de même très coupable en cherchant son profil que je trouve facilement. Et maintenant, je me sens voyeuse. Tristan met toute sa vie sur Internet. N'a-t-il donc aucune pudeur, ni même le sens de la préservation? Toute sa vie s'affiche devant mes yeux, de plus en plus ébahi. Si je veux savoir ce que fait Tristan le soir, il me suffit de faire une petite visite sur sa page. D'ailleurs, tout le monde sait que nous sommes allés chez papa ce soir et ce qu'il a mangé.
Je descends un peu le long des postes et c'est une photo de nous deux sur le salon qui annonce qu'on a cartonné, tant en nombre de visites que d'articles promis et en nombre de prises d'options d'éditeurs étrangers. J'y serais jamais arrivé sans Lou, ma super collègue que j'adore et bien plus encore. Non, il est fou! C'est une vraie déclaration publique qui date de cet après-midi. Voilà la raison de l'approche peu subtile de Larsan tout à l'heure. Tristan, gentil Tristan, tu vas me retirer ça illico presto. Je me penche pour attraper un bout de mon sac et en retire mon smartphone. Lorsque je regarde de nouveau l'écran, la photo n'est plus là. La page a défilé sans que je m'en rende compte. Une autre photo s'affiche. Tristan a une table de restaurant qui enlace une femme. Brune, la quarantaine. Elle a l'air sur son petit nuage. Je me penche sur l'écran comme pour mieux y voir, ce qui, pourtant, me crève les yeux. Je n'ai jamais vu ce regard ni même cette attitude. Mon doux Tristan regarde le décolleté plongeant de sa partenaire comme s'il regardait un menu du jour particulièrement appétissant. J'essaie de mettre des mots sur ce que je perçois de son attitude corporelle et de son regard brûlant. Un prédateur. Voilà à quoi il ressemble. Une partie de moi me dit non, me crie de refermer tout de suite mon ordinateur, mais une autre, fascinée, actionne la monette de la souris jusqu'à une autre photo. Il danse avec une femme, qui doit avoir la cinquantaine, dans ce qui semble être une boîte de nuit. La cougar dans toute sa splendeur. Mince, robe moulante noire, sein proéminent et refait, bronzage d'institut, maquillage outrancier, ce qui semble inspirer mon ami qui la serre contre lui au plus près, une main au creux de ses reins, une autre plus aventureuse sur ses fesses. Je suis comme sonné par ce que je vois. Tristan étale sa vie sentimentale, pour ne pas dire sexuelle, sur la toile. Il ne me faut pas longtemps pour repérer que cette cougar réapparaît plusieurs fois. C'est une régulière. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui ont tout en commun une chose que je comprends avec un coup de cœur qui m'éjecte presque de mon tabouret. Elles ont toutes entre 40 et 50 ans, du moins visuellement. Elles ne sont pas toutes aussi caricaturales que Kim, prénom qui me paraît ne pas être le sien, mais un surnom ou un nom d'usage. En un mot, commençant, je suis un gibier de choix pour mon surprenant collègue et ami. Je dirais même que je fais un peu jeune dans le tableau. En effet, à 15 ans, on m'en donnait 20, mais à 30, on m'a donné 25. Je ne suis pas la plus belle des femmes, mais au moins je fais jeune, ce qui devrait constituer un frein majeur aux élans de ce séducteur qui semble collectionner les conquêtes les unes après les autres. Je remarque cependant qu'il montre une certaine prudence puisqu'il n'y a que des prénoms et surtout des surnoms. Ainsi, je suis Lou. Je me retiens d'écrire un SMS à Tristan. Je suis trop sous le choc pour écrire quoi que ce soit. Je passe frénétiquement d'une photo à une autre. Tristan est entouré d'amis de son âge, mais ses amies, quant à elles, sont toutes plus âgées que lui. Aucune photo d'Océane. La pauvre sait-elle à quel point sa jeunesse était un handicap dès le départ dans sa relation avec Tristan ? Poste après poste, je suis témoin de la vie nocturne animée de mon ami, ainsi que de son succès avec les femmes. Beaucoup de femmes. Je referme l'ordinateur aussi déstabilisé qu'un parent qui comprend soudain que son enfant a commencé sa vie sexuelle de façon plutôt intense. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin le chapitre 16 de L'impossible sinon rien. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pensez à liker, pensez à faire des commentaires. Et n'oubliez pas que si le suspense est trop grand en attendant le chapitre 17, qui ne saurait tarder, vous avez toujours la possibilité d'aller sur le site d'Amazon et d'acheter la version e-book ou la version papier. À très bientôt pour le chapitre 17.